La France assiste impuissante à un conflit entre Israël, le Hezbollah et l'Iran. Des frappes israéliennes tuent des civils au Liban. La parole de Macron est totalement bafouée, preuve en est la réponse de Benyamin Netanyahou. Sommes-nous dans une escalade qu'on ne peut arrêter? Se dirige-t-on vers la Troisième Guerre mondiale? Quels sont les rôles des Américains, de la Russie et de l'Europe? À ces questions répondra Maître Philippe Deveul, spécialiste de géopolitique. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, c'est parti! Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les grands médias subventionnés. Alors on va parler du Moyen-Orient, enfin du Proche-Orient plutôt, faut dire Proche-Orient. On va parler de cette guerre-là qui peut-être est une poudrière qui va enflammer le monde entier. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à l'aide de Géopolitique Profonde. Et vous avez, si vous vous y abonnez, 7 jours gratuit où vous pourrez découvrir l'ensemble de nos services. Donc allez-y, 7 jours gratuits, on le fait, c'est pour vous, c'est cadeau. Bonjour cher maître, moi ça me fait très plaisir de vous voir merci en plateau. De votre invitation, Max, c'est oui. gentil. Bon, là ce qui se passe au Proche-Orient, ça ressemble à quelque chose qu'on n'arrive plus vraiment à maîtriser, quoi. Là, C'était quand même prédictible, mais aujourd'hui c'est un jour quand même particulier où c'est la commémoration des attentats, et il faut savoir que dans ma carrière professionnelle, j'ai été l'avocat, je suis toujours l'avocat de victimes de terrorisme. T'as précisé, Bataclan. Oui. Nice. Alors d'abord je commence par le premier qui concernait le Maghreb, la Tunisie avec l'attentat du Bardo. Ensuite l'attentat du Bataclan et enfin l'attentat de Nice. Donc 3 attentats emblématiques, 2 en France et 1 au Maghreb. Donc ces attentats, évidemment, si vous n'avez pas de maîtrise de la situation géopolitique, des enjeux, des écueils, des risques, on ne va pas très loin. Après, c'est un long cheminement. Je pense que celui qui a été le plus dur pour moi dans ma carrière professionnelle, c'était l'attentat du Bardo, où j'avais levé certaines énigmes et certaines implications de la justice tunisienne avec le parti islamiste Ennahda. Et d'ailleurs, pendant que je vous parle, le juge que j'avais mis en cause, qui était le juge d'instruction tunisien, qui avait instruit cet attentat qui avait commis 22 morts, dont 4 Français, et parmi ces 4 Français, j'avais 2 blessés graves, une personne décédée, et la compagne d'un homme qui a été tué sur place. Et pour moi, ça a été un chemin de croix pour obtenir la vérité, une vérité qui est toujours enfouie, bien que reconnue partiellement par l'État tunisien, puisque j'avais été contacté par l'État tunisien pour avoir des rencontres au plus haut niveau. Et en fin de compte, ces rencontres qui devaient se faire il y a à peu près 1 an, ont achoppé du fait justement de l'attentat du 7 octobre en Israël. Alors, j'ai pu voir le lâchage français vis-à-vis des victimes qui voulaient rien entendre sur ce que je pouvais dire, combien même j'avais été reçu par le président de la République de l'époque, qui était François Hollande, et qui connaissait le dossier, mais on sentait chez lui un certain immobilisme. Une compréhension, mais un immobilisme. Et puis après, évidemment, le silence total et le mépris d'Emmanuel Macron sur ce dossier. Mais ce qui veut dire que dans ces attentats, il y a une défaillance de l'État. Et là, en l'occurrence, dans l'attentat du Bardo, il y avait une défaillance de la justice française, parce qu'il y avait une procédure miroir. Et évidemment, la juge d'instruction qui avait été instruite dans le dossier m'a mis même des bâtons dans les roues pour que je ne puisse pas dénoncer la vérité. Alors évidemment, tout cela vous donne une expérience, vous tanne un peu le cuir, parce que j'ai eu des menaces très graves, je suis toujours menacé par les islamistes. Donc, si vous voulez, j'ai une approche quand même particulière sur ces sujets prégnants et d'actualité. Et évidemment, je ne peux que penser aux victimes de cet attentat sournois, cruel, abject,
J'ai été contacté justement par des avocats de victimes françaises qui étaient en Israël à ce moment-là pour leur donner quelques conseils. Et je sais tout le cheminement difficile que rencontre une victime de tels attentats pour obtenir réparation, mais je pense que c'est une réparation qu'on n'obtient jamais. Alors vous me direz, oui, mais il ne parle que des victimes israéliennes. Bien sûr que je pense aux victimes civiles de la bande de Gaza, pour lesquelles j'ai aussi beaucoup de compassion. Mais une fois que c'est dit, on va dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il faut se cesser le feu. Alors, il n'y aura pas de cessez-le-feu. Et pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est qu'on est dans une guerre à mort. On est dans une guerre à mort qui est une question de survie pour l'État d'Israël et qui est aussi du fait des débordements politiques des pays du Hamas, qui est à mon avis le responsable et le seul coupable de ce qui arrive aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est une entité terroriste qui est reconnue par l'ensemble du monde entier en tant que telle. Et je pense que si on est allé dans ces extrêmes, et du fait d'une guerre terrible, parce que on doit faire la différence entre une guerre de campagne, entre une guerre de terrain et une guerre urbaine. Or, la bande de Gaza, c'est notamment une guerre urbaine avec des tunnels, 600 km de tunnels bien enfouis, et d'ailleurs qui ne servent pas à la protection de la population, mais qui servent plutôt aux guerrieros et aux terroristes du Hamas pour s'abriter. Mais là, ça déborde sur le Liban. Oui. L'Iran met son nez dedans. Donc ça concerne 3 États. Ça va au-delà que la bande de Gaza. Est-ce que ça ne peut pas déclencher une guerre où Israël Alors, il faut savoir une chose, c'est que on sait quand commence une guerre, mais on ne sait jamais quand elle se termine. Et dans l'Ancien Testament, il est dit qu'il y a un temps pour la guerre et qu'il y a un temps pour la paix. Mais pour tous les gens qui nous écoutent, et je sais que certains sont très engagés contre Israël, et d'autres sont très engagés contre le terrorisme islamiste et toute la nébuleuse. Il faut comprendre que si on est guidé par l'émotion, on ne peut pas faire grand-chose. Je crois qu'il faut du recul et de la lucidité, et surtout regarder l'historique, parce qu'il y a un historique. La guerre n'est pas arrivée comme ça. Israël créé en 1947, tout de suite il y a une guerre terrible en 1948 avec tous les pays arabes contre Israël. Et Israël va in extremis s'en sortir. Et il faut aussi, vis-à-vis de l'histoire, se poser des questions. Parce que tout le monde dit, et tout le monde met cette condition sur la table de la création d'un État palestinien. Vous avez 2 zones qui pourraient être l'État palestinien, mais qui ne l'est pas. Mais qui est une situation géographique bien présente, concrète. La bande de Gaza qui a été touchée, et la Cisjordanie qui est aussi touchée, parce qu'Israël fait face à 7 fronts différents, entre le nord, l'ouest et le sud. La solution, elle n'est pas immédiate. La voie de la France, elle est nulle. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, quand moi j'ai rencontré des difficultés, alors je remets les choses à mon expérience, où j'avais des preuves flagrantes sur l'implication de la justice tunisienne aux mains qui étaient associées au parti islamiste, il n'y a rien eu. Il n'y a eu aucune protection, aucun accompagnement, aucune prise de conscience. J'ai même reçu des messages du Quai d'Orsay qui m'ont dit « Soyez prudent, vous êtes bien courageux, maître ». Oui, bon, heureusement, tout va bien puisque je suis là encore pour en parler. Mais aujourd'hui, cet attentat du 7 octobre, c'est un tournant historique. C'est un tournant historique parce que 1200 morts, pour l'État d'Israël, c'est énorme. Ça représenterait pour la France 12 000 morts. Or, nous, sur les attentats, les différents attentats qu'on a eus, Charlie, le Bataclan, Nice et d'autres, on a 325 morts, ce qui n'est rien sur une population de 68 millions d'habitants. Il y a quand même 5 000 blessés. Mais l'impact qu'a eu ces attentats sur le territoire
sur ce territoire proche de la bande de Gaza, et d'ailleurs sur une zone qui était plutôt favorable à une entente, à une création d'un État palestinien. Et il faut savoir que les gens qui ont été victimes des assauts du Hamas, c'était des gens qui, justement, ouvraient leurs portes et faisaient travailler des gens de la bande de Gaza. Il n'y avait pas un seul Israélien qui pouvait rentrer dans la bande de Gaza, mais en revanche, des Palestiniens de la bande de Gaza pouvaient très bien entrer en Israël, se faire soigner ou travailler. Là oui. on sait. Et c'est important de dire ça, bon, parce que si on dit les Israéliens sont des salauds, ce sont des tueurs, etc., on n'avancera jamais. Justement, qu'est-ce qu'il faut dire ? Qu'est-ce qu'il faudrait dire pour que ça avance, pour qu'il y ait une paix, pour que, je ne sais pas, peut-être 2 États, comme certains le souhaitent Dans le schéma politique actuel, la création d'un État palestinien n'est pas à l'ordre du jour. Il faut être concret. En revanche, il faut se poser des questions. Parce que quand il y a la guerre en Israël en 1948, il y a la victoire de la Légion arabe jordanienne. C'était avec le roi Abdallah à ce moment-là, après le roi Hussein. Et j'en parlerai parce qu'il y a des choses très importantes à dire sur le voisinage d'Israël. Et de 1948 jusqu'à 1967, de Jérusalem et toute la partie de Jérusalem occupée par la Légion arabe et la partie de la Cisjordanie, il n'y a pas un seul Israélien. Il n'y a pas un seul Juif, comme on peut dire. Et pourquoi de 1948 à 1967, il n'y a pas eu la création ou la possibilité de parler de la création d'un État palestinien ? Alors, la route de l'histoire a continué, puisqu'il y a eu d'autres guerres avec les pays arabes. Après 67, il y a eu 48, 67 et 73, avec la guerre du Kippour. Qui, à chaque fois, ces guerres-là ont donné la possibilité d'agrandir leur territoire pour des mesures de sécurité. Alors, il y a eu le Golan, et ensuite, Israël a fait des acquis territoriaux, mais a rendu les territoires. Et il y a eu des mains tendues. Il y a eu des mains tendues entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, et on sait très bien quelle a été la suite des choses. Il y a eu des mains tendues avec les Égyptiens, avec Anwar el-Sadat, qui s'est fait assassiner par les islamistes parce qu'il voulait faire la paix. Il faut bien comprendre ça. C'est qu'il n'y a pas un consensus chez les pays arabes pour qu'il y ait une véritable création de l'État palestinien. Toutefois... Ça veut dire que quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous les voisins arabes, en réalité, ne soutiennent pas réellement les Palestiniens ? C'est-à-dire qu'évidemment, il y a un soutien par la Oumma, par la rue arabe, mais il faut comprendre que, par exemple, l'élimination de Nasrallah. Alors, évidemment, il y a tous les soumis à l'islam politique, et notamment des politiciens français qui ne tarissent pas de génuflexion et de baise-main vis-à-vis de ces gens qui ne vont pas du tout dans les intérêts de la France et qui sont même des ennemis de la France. Bien vous diront que c'était un assassinat, enfin, même des puissances étrangères. Même certaines puissances étrangères, mais ça, c'est pour des raisons diplomatiques et d'alliance, et je reviendrai dessus. Ce qu'il y a, c'est que l'élimination de Nasrallah a fait la joie de beaucoup d'Arabes et beaucoup de Sunnites, parce que Nasrallah est un chiite, et qu'il y a une guerre intestine qui dure depuis des centaines d'années entre les chiites et les sunnites, même depuis la création de l'islam, entre la succession, soit des héritiers directs de Mohammed, ou soit de son gendre Ali. Donc, si vous voulez, il y a déjà dans la Confédération des conflits inextricables, déjà entre les Arabes entre eux. Comme il y a aussi chez les Israéliens une volonté de paix, une volonté d'une création d'Israël, et comme chez certains Israéliens, la négation de la création d'un État d'Israël. Mais attention, c'est qu'en Israël, c'est une démocratie, et que les élections peuvent changer, infléchir la volonté politique. Mais du coup, ce qui se passe là, parce que là, ok, on a parlé de Gaza, très bien, oui. Mais là, on va sur le Liban. Le Liban, c'est quand même une création française, et ce n'est pas rien.
Le Liban, ce sont nos compagnons, nos amis, nos frères, enfin ce qu'on veut, français. Mais ce que je veux dire, c'est que là, j'entends pas beaucoup M. Macron s'insurger de ce que Israël fait contre les Libanais. Alors, d'abord, quel est le lien qu'on a avec le Liban ? Il est ancestral et il date du Moyen-Âge avec Saint-Louis. Lorsque Saint-Louis va faire une croisade, d'ailleurs il sera fait prisonnier, il faudra payer une rançon pour le libérer et il mourra à Tunis face à la France, accolé à un arbre. Saint-Louis donnera la protection aux Maronites, qui sont des chrétiens libanais, qui est une lignée qui sort de Saint-Maron, et a dit, à ce moment-là, avait fait une déclaration en disant que les Maronites bénéficieraient de la même protection que les sujets français. Et c'est resté une longue et vieille tradition, ce qui a donné des liens très profonds entre le Liban et la France. Et à l'époque, le Liban était majoritairement chrétien. Aussi par le passage, Saint-Louis avait mis la rouelle aux Juifs sous le conseil de Juifs convertis au catholicisme, en voulant écarter de la vie économique les Juifs de France, ce qui avait coûté une crise économique très grave au Royaume de France. Bon, c'est la petite histoire, mais c'est pour vous dire qu'il y a des liens ancestraux et très lointains. Les liens que nous avons avec le Liban, il y a eu plusieurs épisodes. Il faut comprendre que le malheur du Liban, d'où vient-il ? Il vient d'une guerre civile qui a été déclenchée en 1975. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des camps armés palestiniens. Bon, les Palestiniens avaient le droit d'aller au Liban, mais pourquoi ils sont arrivés au Liban ? Parce qu'ils ont quitté la Jordanie. Et qu'est-ce qui s'est passé en Jordanie ? Il y a eu une population palestinienne qui s'était installée, des civils et une branche armée qui était le Fatah, qui était l'OLP, et qui voulait renverser le roi Hussein de Jordanie. Il y a eu Septembre Noir en 1970, où il y a eu 15 000 morts, et parmi ces 15 000 morts, beaucoup de civils palestiniens. Et pourtant, le roi de Jordanie est plutôt du côté de la cause arabe. Et ces Palestiniens sont partis du côté du Liban. Et à l'époque, le Liban, qu'on appelait la Suisse du Moyen-Orient, avait une stabilité économique, était un phare pour le Moyen-Orient. Et du fait de l'installation de ces bases militaires terroristes, mais je ne dirais pas terroristes islamistes, c'était plutôt des terroristes révolutionnaires sous l'égide d'Arafat et de Georges Habash, qui justement qualifiait le roi Hussein de roi réactionnaire, parce qu'il voulait une forme de révolution arabe, au même titre que la création d'un État palestinien. Le Liban a connu 17 années de guerre, avec 180 000 morts, avec évidemment des accalmies, des retours à la violence, à des massacres. Il y a eu aussi une intervention en 1982 d'Israël, avec, à la demande ou conjointement avec les phalanges chrétiennes. C'était à l'époque un accord entre Béchir Gemayel et Ariel Sharon. Une guerre israélienne qui n'a pas eu de succès sur le Liban, mais qui était quelque part de repousser la présence syrienne et d'essayer de créer un lien et de calmer les choses. Mais en fin de compte, ça n'a rien réglé. Puis après, il y a eu une deuxième guerre israélo-libanaise en 2006, qui était un échec pour l'État israélien, et où le Hezbollah a été considéré comme le sauveur du Liban, puisqu'il s'était opposé justement, avait repoussé les Israéliens. Est-ce qu'on va vers un échec israélien ou vers une accalmie sur toute la région ? Je pense que nous sommes dans l'inconnu. Nous sommes dans l'inconnu, mais est-ce qu'il y a un risque de guerre mondiale concernant parce que c'est ça qui importe. Bon, oui, après, Gaza, non, mais attention, machin, parce bon, que il faut être très prudent, parce qu'on ne peut pas partir bille en tête sans avoir tous ces éléments géopolitiques, historiques, militaires et diplomatiques. Personnellement, je ne pense pas à le déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Et je ne le souhaite pas, parce qu'Albert Einstein disait que la troisième guerre mondiale sera dévastatrice, et la quatrième, ils la feront avec des cailloux et des bâtons.
Donc, tous les chefs d'État, les puissances ayant l'arme nucléaire, en sont tout à fait conscients. Et je pense qu'on a eu on s'est approché davantage d'un risque de guerre mondiale avec l'engagement de l'OTAN en Ukraine que l'on en a sur la riposte guerrière d'Israël. Pourquoi ? Le Hezbollah, c'est quoi ? Le Hezbollah, c'est une branche chiite créée par l'État iranien, la République islamique iranienne, en 1982, pour faire un proxy, pour être présent au Liban, déjà essayer de faire le contrepoids par rapport aux sunnites et aux chrétiens, et déjà aussi de faire une scission avec la branche chiite qui doit être représentée dans la Constitution au niveau du Parlement avec Namib Berri, qui est le président de l'Assemblée nationale libanaise, et aussi être une menace proche contre Israël. Et le problème du Hezbollah, c'est que c'est une organisation parallèle, para-étatique, qui est un État dans l'État. Et ce n'est pas une organisation qui a les meilleures vertus, puisque ce sont les plus grands trafiquants de stupéfiants dans la région, même mondiale, parce qu'ils achètent aussi bien de la drogue en Amérique du Sud pour l'envoyer. Le Hezbollah. Le Hezbollah, oui, le Hezbollah. Mais aussi... Comme les cartels, quoi. Oui, mais aussi, ils font aussi des œuvres sociales, ils créent des hôpitaux, ils font des dispensaires, ils distribuent de l'argent, ils s'occupent, c'est vrai, de certaines personnes qui sont démunies, mais qui restent dans la sphère chiite. Et puis aussi, ce sont des militaires, ce sont des guerriers. Il faut savoir que le Hezbollah a envoyé des troupes en Bosnie pendant la guerre de Yougoslavie. Le Hezbollah a servi de troupes supplétives à Bachar el-Assad dans la guerre contre Daesh en Syrie. Donc les choses sont très complexes. C'est pas aussi simple que ça. Parce que les chiites représentent surtout le Hezbollah, est une menace pour la sphère sunnite et surtout les islamistes qui sont dans la région, l'État islamique. Vous savez, j'ai interrogé en direct du Liban un journaliste et il était avec des gens du Hezbollah. Donc j'ai interrogé des gens du Hezbollah et ils m'ont dit, alors bon, je ne sais pas ce que vaut leur parole, qu'ils avaient 100 000 hommes à la frontière libano-israélienne. Et le journaliste m'a parlé de missiles assez sophistiqués. Est-ce que ça, c'est une réalité ? Oui, ça, c'est une réalité. C'est une réalité, d'ailleurs, c'est ce qui fausse le jeu de l'État libanais. Parce que, après cette guerre civile qui a causé à peu près 150, 180 000 morts, il y a eu les accords de Taïf en 92, et sous l'égide de Rafik Hariri, qui est devenu, par son origine religieuse sunnite, qui est devenu le Premier ministre du Liban et qui a fait beaucoup pour la reconstruction du pays. Bon, alors évidemment, avec des histoires un petit peu de corruption, etc. Mais bon, ça fait partie de la vie de ces pays-là. C'est devenu une coutume et une pratique. Mais il faut dire que Rafik Hariri a fait beaucoup pour la construction du pays, jusqu'à ce qu'il soit assassiné en 2000... Je crois que c'était en 2004, le 14 février 2004, je me souviens encore. Et il a été assassiné par qui ? Et justement, tous les faisceaux d'indices amènent vers le Hezbollah. Le Hezbollah, qui a été aussi responsable, alors il y a aussi des contestations sur la réalité des faits, des 58 morts du parachutiste qui stationnait dans l'immeuble qu'on appelait le Drakkar. Donc tout ça, si on a de la mémoire et si on a une force et une ligne politique forte, ce ne sont pas des choses qu'on oublie. Mais il semblerait que, en fin de compte, beaucoup de diplomates au Quai d'Orsay, beaucoup d'hommes politiques veuillent éclipser ce genre d'événements désastreux
qui n'ont pas favorisé une relation sereine avec le Liban. Et vous savez, quand les politiques agissent comme ça, ces adversaires-là vous respectent encore moins. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.